Et bienvenue, en effet, dans En toute franchise, l'émission politique dominicale de LCI avec le Parisien. Soyez tous les bienvenus. Bonjour Laurent Wauquiez. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le président du groupe LR à l'Assemblée. Vous êtes très attendu. Vous avez mis votre parti en ébullition, en effervescence après votre déclaration, sur la non-censure a priori du Parti Socialiste. Est-ce que vous maintenez? Vous allez avoir le temps largement de vous expliquer, car vous n'avez pas été compris, notamment dans votre famille politique. Ensuite, nous parlons bien sûr de la confiance réclamée par François Bayrou demain à l'Assemblée. Comment voyez-vous la suite, Laurent Wauquiez? Si le Premier ministre tombe, quel rôle pour LR? Participer ou pas? Avec qui? Pourquoi faire? La dissolution est-elle évitable? Beaucoup de questions que vont vous poser Arlette Chabot, éditorialiste de LCI. Bonjour Arlette. Bonjour Olivier Beaumont, du service politique du Parisien. À la fin de l'émission, c'est Julien Arnaud qui viendra vous poser 5 questions du tac au tac. Mais d'abord, c'est la règle. Vous me répondez par oui ou par non. Et nous prendrons le temps, ne vous en faites pas, de développer ensuite. Laurent Wauquiez, François Bayrou a demandé donc à l'Assemblée demain un vote de confiance sur la dette. Est-ce un suicide politique, oui ou non? Non. Pour les prochaines élections, prochaines échéances, est-ce que l'union des droites est inévitable? Pas inévitable, mais souhaitable. Faut-il, d'une façon ou d'une autre, taxer davantage les Français les plus aisés, les plus riches? Non. Voilà, 3 questions, on va y revenir. Vous allez pouvoir donc vous expliquer. On revient à la situation politique critique en France. François Bayrou demande la confiance aux députés pour un diagnostic partagé sur la dette. Vous aviez réclamé, Laurent Wauquiez, dans les premières heures, un vote des adhérents. Mais il reste quelques heures. Est-ce qu'il va avoir lieu, ce vote? Je crains que non. Je pense que c'est dommage, parce que dans le fonctionnement d'un parti, c'est bien qu'il y ait ça. Nous avions fait campagne, Bruno et moi, là-dessus. Je pense que c'est important que les adhérents puissent avoir leur parole, qu'ils puissent s'exprimer. Enfin, on est au XXIe siècle, un parti politique, c'est important qu'il y ait cette expression. Voilà, ça n'a pas pu être possible. Je le regrette, j'espère que par la suite, on changera ça. Parce que si on veut un parti qui soit dynamique, qui soit attractif, quand les gens adhèrent, ils ont envie aussi de s'exprimer, de donner leur point de vue. Ça fait partie de ce qui est, pour moi, une politique moderne. Donc rendez-vous manqué, Arlette. Alors, demain, évidemment, ce sont vos députés, votre groupe, droite républicaine, qui vont voter. Vous savez comment ils vont voter? C'est 49 députés, certains vont s'abstenir, certains peuvent même voter contre. Vous avez une idée précise? Alors, ils auront une liberté de vote. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis le début, dès que François Bayrou a annoncé ce vote de confiance, j'ai indiqué tout de suite qu'il n'y aurait pas de chèque en blanc des députés républicains. Et que pour nous, c'était important que soit écoutée la voix de la France qui travaille et corriger des choses qui ne nous semblaient pas bonnes. On n'a pas été dans une posture. On n'a pas fait partie de ceux qui ont dit non, on s'opposera systématiquement. On a essayé d'être constructif et de mettre des idées sur la table. Qu'est-ce qui, à nos yeux, ne va pas dans ce qui est proposé par le Premier ministre? C'est pas l'effort de redressement budgétaire. J'ai géré ma région Auvergne-Rhône-Alpes pendant 8 ans. Je n'ai pas augmenté d'1% le poids de la dette. On a fait 15% de baisse sur les dépenses de fonctionnement. Pas une augmentation d'un seul impôt. Et donc, je n'ai évidemment aucun problème avec le sujet du redressement budgétaire. Mais là, dans ce qui est proposé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a choqué les Français? C'est le sentiment qu'à nouveau, il y avait peu d'économies et beaucoup d'augmentation d'impôts déguisés. Et pour être même plus précis, que ça allait être à nouveau toujours les mêmes qui payent. C'est-à-dire la France qui travaille ou qui a travaillé toute sa vie. Ça s'incarne dans une mesure qui, à mes yeux, est très injuste, c'est celle de la suppression des 2 jours fériés sans que ce soit payé. Parce que on s'attaque aux 2 jours fériés de ceux qui travaillent et on ne traite pas le sujet des 365 jours fériés de ceux qui profitent du système. Ça aurait pu donner lieu à un débat budgétaire avec des amendements, etc. La question, c'était effectivement combien de députés, pour les raisons que vous développez, c'est-à-dire c'est un budget qui ne nous convient pas, combien de députés LR ont voté contre? Je pense que ça va se partager à peu près en moitié. 50-50. Oui, je pense à peu près. Vous aurez une majorité de députés qui vont voter pour. Ouais. Et vous aurez une autre moitié, sans doute un peu moins, et auquel je donne la liberté de vote. Pourquoi? Et parce que François Bayrou ne les a pas écoutés. C'est-à-dire, vous avez un Premier ministre auquel on est venu voir en lui disant on ne demande pas moins d'économie, mais plus d'économie.
On demande juste que ce ne soit pas concentré sur ceux qui travaillent et qui ont travaillé, mais qu'il y ait un projet de loi de lutte contre la fraude et l'assistanat. Je l'ai demandé dès janvier. C'est-à-dire, ça fait 9 mois qu'on fait cette proposition. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, en plus, mardi, quand j'étais en rendez-vous avec lui, m'avait dit « Très bien, c'est une très bonne proposition, je suis prête à la reprendre ». Et depuis, rien. Je demande jamais à mes députés de voter contre leur conscience. Parce que là aussi, c'est pas ma conception de la façon de faire de la politique. L'ADN de notre groupe, c'est la défense de la France qui travaille. Et donc, à l'arrivée, je le regrette. Parce que je pense que ça aurait pu être différent. Si le Premier ministre avait écouté, ça aurait été autre chose. Oui, mais demain, c'est pas le vote sur le budget, c'est pas sur la proposition de budget de François Bayrou. Donc, qu'est-ce qu'ils comprennent, vos électeurs? Vous participez à un gouvernement et vous refusez la confiance au Premier ministre. Non. Certains d'entre vous, en tout cas. Franchement, ils doivent avoir du mal à suivre, quoi. Non, je pense qu'au contraire, c'est très clair. Et ce qui est clair, c'est que les Républicains ne sont pas des godillots. Qu'on n'est pas dans un gouvernement avec les difficultés qu'on sait pour signer des choses qu'on considère être contraires à l'intérêt du pays. Et qu'on essaye de peser pour réorienter dans la bonne direction. Il n'y aura pas, comprenez-moi bien, de redressement du pays s'il est acquis au prix d'augmentation d'impôts toujours sur ceux qui font la richesse de la France. Et je crois très profondément à ça. C'est-à-dire que pour que ça marche, le redressement budgétaire, il faut qu'il y ait un contrat. Ce contrat, il doit être avec les Français. Oui, on va faire des efforts, mais la contrepartie, c'est que vous n'aurez aucune augmentation d'impôts. Et on va y revenir tout à l'heure parce qu'on veut savoir, vous, quel serait votre budget. Vous votez quoi, vous? Parce qu'après, on vous entend, on se dit, va voter la confiance, Laurent Wauquiez? Moi, personnellement, j'ai fait ce choix. Je voterai la confiance, et vous l'avez compris, sans aucun enthousiasme. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. C'est ce que je dis moi-même. Vous pourriez être cohérent et ne pas la voter compte tenu... Non, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a d'un côté cette préoccupation qui est la nôtre de la France qui travaille, mais il y a de l'autre côté, ce qui pour moi pèse plus lourd en ce moment, la question de l'instabilité. Et donc, je me suis toujours exprimé dessus. Vous savez que j'aime l'histoire. Georges Pompidou, on l'a oublié, a été pendant 6 ans Premier ministre. 6 ans. Période extraordinaire pour notre pays. Pourquoi? Parce que l'action politique s'installait dans la durée. Là, en moins de 2 ans, et moi, ça me met quand même... c'est désespérant de voir ça. On va avoir éclusé 4 premiers ministres. 4 premiers ministres en 2 ans. Donc, ma position... la stabilité avant dans ma la position sanction. Personnelle, et c'est pour ça que je l'ai dit, je vote pour, sans enthousiasme, mais avec responsabilité. D'accord, mais Laurent Wauquiez, François Bayrou, demain, ne demande pas un vote sur les solutions, plutôt sur le constat, s'entendre sur la gravité de la dette aujourd'hui en France. Il a voulu créer un électrochoc, je reprends ces mots. Visiblement, sa stratégie n'a pas convaincu, en tout cas pas à ce stade. Ça veut dire quoi? C'est qu'il s'y est mal pris, ou alors que les Français ne veulent pas comprendre la gravité de la dette aujourd'hui? Je ne crois pas ça du tout. Je ne crois pas que les Français ne veulent pas comprendre. Je pense qu'il s'y est très mal pris. Parce que je suis sûr, et je le vois chez moi, les Français ont une très grande conscience, beaucoup plus que ce qu'on croit, de ce qu'a été l'augmentation de la dette, des dangers qui sont face à nous. Et je ne crois pas à ce qu'on dit en disant qu'ils ne sont pas prêts à faire des efforts. Ils veulent juste un contrat qui soit clair. Quand vous donnez le sentiment que vous avez des politiques qui viennent sur un plateau et qui disent « c'est la faute des Français si on en est là », et qui ne sont pas capables d'assumer, et je me mets dedans, la responsabilité des mauvaises gestions qui se sont accumulées. Ça ne peut pas fonctionner. Quand à l'arrivée, vous voulez entraîner les gens, il faut donner une vision. C'est ce que j'ai fait dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la vision que je demande, et pour moi, ça vaut pour le lundi, et vous l'avez bien compris, ça vaut pour les débats budgétaires qu'on va avoir, et pour ce que sera la suite. Et alors, on va en parler de la suite. La vision, elle doit reposer sur 2 piliers très simples. Le redressement budgétaire, c'est 100% d'économie, aucune augmentation d'impôts. Et la deuxième chose, on ne fragilise pas la France qui travaille. Parce que tout le problème de notre pays, et c'est mon diagnostic, le poison qui ronge la France, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre entre l'assistanat et le travail. Celui qui travaille se dit, je paye pour que d'autres touchent des aides sociales alors qu'ils pourraient travailler. On va parler de votre allocation sociale d'ailleurs unifiée tout à l'heure. On avance parce qu'évidemment, on vous attend sur une déclaration qui a mis le feu aux poudres. La semaine dernière, vous avez ouvert la porte à un gouvernement de gauche, Laurent Wauquiez, en affirmant qu'il n'y aura pas de censure automatique par votre groupe. On a pris un engagement, on ne censure pas, c'est-à-dire qu'on ne censurerait pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement RN non plus. Tant mieux si Laurent Wauquiez, d'ailleurs, ne nous censure pas, a dit Olivier Faure. Est-ce que vous maintenez votre affirmation? Alors, je la maintiens et je vais surtout, on va en discuter pour que je vous explique sur quoi elle repose.
Évidemment que je ferme la porte à un gouvernement de gauche. Je l'ai dit jeudi, si vous êtes précis sur les propos que j'ai tenus. En disant tout de suite de façon très claire qu'un gouvernement d'Olivier Faure avec le programme socialiste, nous ne voterions pas pour, nous ne le soutiendrions pas et nous ne participerons pas. En revanche, j'ai dit quelque chose qui est important pour moi sur ce qu'est la censure automatique et je vais essayer de vous expliquer ce qu'est notre position. Cette position n'est pas nouvelle. Nous l'avons exprimée tous ensemble avec Bruno Retailleau, Annie Genevard, à la sortie de l'Élysée il y a 1 an. Quelle est-elle ? Si c'est un gouvernement avec des ministres de la France Insoumise, ou pour appliquer le programme du nouveau Front Populaire, les députés de la droite républicaine censureront immédiatement, automatiquement. Pourquoi ? Parce que dans ce qui est aujourd'hui le paysage politique français, je considère que la France Insoumise est le premier danger pour la République. Et que c'est une menace pour l'avenir de notre pays. Et donc dès le début, vous connaissez mes combats, j'ai voulu que le groupe des députés de la droite républicaine soit le premier barrage. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que bien évidemment dans la configuration qu'on connaît aujourd'hui, d'Olivier Faure, avec les idées socialistes qu'il a exprimées au cours des derniers jours, c'est-à-dire quand même un budget avec des augmentations d'impôts, on ne s'occupe pas du redressement budgétaire, plus d'immigration, évidemment qu'il est hors de question pour nous d'y participer, de le soutenir et de le cautionner. Dans tous les autres cas de figure, je considère que nous devons juger sur pièce. Ça veut dire, oui, et vous l'avez rappelé, c'est ce que j'ai dit jeudi, je le redis aujourd'hui, je ne change pas d'avis, moi, ça signifie qu'il n'y a pas de censure automatique. Pourquoi ? Parce qu'il faut juger sur leur cadre de travail. Il faut juger sur ce que va proposer un gouvernement. Et pourquoi ? Mais vous le savez, il y a un programme. Mais c'est précisément... Mais vous posez exactement la bonne question. C'est tout le problème. Vous voulez donc qu'on vienne sur un plateau et qu'on dise, parfait, dans le contexte actuel de ce qu'est l'Assemblée nationale, avec l'explosion du paysage politique, quoi qu'il arrive, vous allez faire tomber des gouvernements qui se présentent sans même savoir ce qu'ils veulent faire ? Pourtant, c'est ce qu'ils veulent. Il y a eu un contre-projet qui a été présenté la semaine dernière. 22 milliards d'efforts budgétaires. C'est moitié moins que ce que propose François Bayrou. Mais Olivier... Vous êtes prêt à regarder les propositions budgétaires du Parti Socialiste ? C'est très mal compris de la part de votre base militante, des cadres du DLR. Ça a été rappelé d'ailleurs hier lors du congrès de rentrée à Port-Marly. Vos propos ont déstabilisé les militants et les sympathisants du parti. Si vous les retracés tels que je les ai exprimés, il n'y a aucune raison. Qu'est-ce que j'ai dit jeudi ? Vous m'avez entendu. J'ai dit qu'avec le programme exprimé par Olivier Faure, un gouvernement socialiste, c'était évidemment inenvisageable pour nous. Mais je voudrais qu'on se mette un peu au niveau. Je comprends pas. Il ne va pas arriver avec votre programme. Oui. Il ne va pas arriver avec votre programme. Olivier Faure à Matignon. C'est pour ça que je suis d'une clarté totale. Je vous l'ai dit très clairement, on ne participera pas, on ne soutiendra pas un gouvernement. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça ? On ne censurera pas immédiatement, a priori, un gouvernement socialiste, mais on censurera immédiatement un gouvernement socialiste. Voilà, donc la semaine avec le programme qu'il a. On nomme un Premier ministre socialiste. Une semaine après. Pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut faire collectivement l'effort de regarder ce qu'est la situation politique actuelle et ne pas raconter de carabistouilles aux Français ou d'être dans des postures. J'entends bien tous ceux qui en ce moment disent « Ah, attention, aucune compromission, pas de discussion ». Mais sauf que c'est quoi l'Assemblée nationale aujourd'hui ? Elle est explosée. Vous avez des groupes qui sont de partout, il n'y a pas de majorité. Ceux qui viennent en disant « Il n'y aura aucune discussion avec qui que ce soit ». Nous allons vous proposer un gouvernement chimiquement pur, qui sera soit uniquement de droite, soit uniquement socialiste, soit uniquement macroniste. Mais mentent. On ment aux Français quand on dit ça. Il y a déjà suffisamment de confusion dans la situation politique actuelle pour qu'on ne rajoute pas de l'hypocrisie ou des mensonges. Mais évidemment, pardon... François-Xavier Bellamy, hier dans le Figaro, il a été très direct. Il vous a dit nous censurons un gouvernement PS qui immédiatement. Voilà, c'est de l'hypocrisie, ça ? Alors, je vais répondre sur François-Xavier Bellamy. Mais je voudrais juste d'abord bien expliquer ce qu'est la position. Je la répète pour qu'on la comprenne bien. Un gouvernement LFI ou avec le programme du nouveau Front Populaire, c'est une censure automatique. 2, il n'y a aucune ambiguïté de ma part, je l'ai déjà dit, je le redis. Le gouvernement d'Olivier Faure avec le programme socialiste tel qu'il l'a exprimé au cours des derniers jours, c'est évidemment non. Dans tous les autres cas de figure, parce que c'est notre devoir, vu ce qu'est le chaos de la vie politique, ça supposera de choisir entre 4 postures, soit participer dans le meilleur des cas, soit se contenter de soutenir, soit s'opposer, soit censurer. Je vais répondre sur François-Xavier. Oui. François-Xavier est député européen. Le seul gouvernement qu'il peut censurer, c'est celui d'Ursula von der Leyen. S'il veut censurer à l'Assemblée nationale,
Eh bien, c'est très simple. Il faut qu'il se présente à l'élection de députés, aux législatives, pour pouvoir siéger au sein de l'Assemblée nationale. Il aura l'embarras du choix, puisque dans son département, nous n'avons aucun député républicain. Il n'est pas légitime à faire cette déclaration. Non, ce que je veux dire par là, pourquoi je le dis, c'est qu'aujourd'hui, nous les députés, nous nous sommes présentés à des élections difficiles, dans un contexte où on a défendu nos valeurs. Si aujourd'hui il y a des grâce ministres... au barrage républicain, pour ce qui vous concerne. Non, pas pour ce qui nous concerne, nous n'avons jamais participé à ces négociations de Front républicain. Nous avons défendu nos idées, nos convictions. S'il y a aujourd'hui des ministres républicains dans le gouvernement, c'est parce qu'il y a des députés qui se sont engagés. Et j'invite à l'esprit de responsabilité tous ceux qui en ce moment font des grandes déclarations, avec des postures très affirmées qu'ils n'auront pas assumées. C'est d'abord les députés qui vont être amenés à faire ces choix. C'est eux qui sont confrontés à ça. Et dans le fonctionnement de notre parti, je ne veux pas revivre ce qu'on a vu il y a 10 jours, où le parti s'est précipité pour expliquer que bien évidemment on allait voter la confiance, sans même que les parlementaires soient consultés. Arlette. Et, pardonnez-moi, je voudrais rajouter quelque chose pour qu'on se comprenne bien. Pourquoi je dis ça aussi ? Parce que quand vous faites des grands discours avant la constitution d'un gouvernement, dans le contexte de chaos politique, que vous donnez l'illusion aux gens que vous allez pouvoir défendre une ligne 100% de droite, et qu'ensuite on siège dans un gouvernement qui a été celui de François Bayrou, avec quelqu'un qui a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy pour François Hollande, avec un programme de gouvernement, mais qui est très loin de l'idée que je me fais de ce que devrait être le programme de la droite, eh bien vous nourrissez des déceptions. Donc moi je veux qu'on dise la vérité. Sur ce plateau, je le répète, oui, la situation actuelle suppose de discuter avec des gens avec lesquels vous ne partagez pas forcément toutes les idées, et c'est en fonction de ça et seulement de ça, et pas avec des postures qui en réalité sont très déconnectées de ce qu'on peut faire, qu'il faut décider. Donc on juge sur pièce. En fonction du programme de travail qui nous sera proposé. Si c'est possible, des réponses un tout petit peu plus courtes, parce qu'on a des tonnes de questions à vous poser. Laurent Wauquiez. Moi, je suis content d'avoir le temps de m'exprimer et de défendre mes idées et mes convictions. Petite précision. Oui. Alors après votre déclaration, émotion, non, effectivement, chez mais ce qui n'a aucune raison d'être, c'est juste la position qu'on a toujours eue depuis un an. Franchement, Bruno Retailleau, c'est le président du parti, qui a dit effectivement, si le gouvernement socialiste devait mener une politique concrète aux intérêts de la France, le devoir serait de l'empêcher. D'autres disent il faut censurer immédiatement. Mais alors, si vous allez nous dire, non mais voyez, nos positions sont les mêmes, mais vous parlez, non ? Vous auriez pu vous téléphoner avant pour dire... Arlette Chabot, on se parle et on discute, mais il ne peut y avoir aucune surprise, puisque c'est la position qu'on avait déjà exprimée il y a un an avec Bruno Retailleau et Annie Genevard. Vous vous êtes expliqués tous les deux, vous vous êtes dit, mais Bruno, t'as pas compris ce que j'ai dit, et Bruno a dit, mais pourquoi t'as dit ça ? C'est un truc de fou, ça. C'est dans ce que vous-même vous avez cité, vous voyez bien qu'il n'y a aucune contradiction avec ce que je dis. Je n'ai pas entendu Bruno Retailleau dire il y a une censure automatique d'un gouvernement autre qu'avec des ministres LFI. Parce qu'on voit le programme du PS. On voit bien que Bruno Retailleau réagit très vite à la suite de vos propositions. Oui, vous avez annoncé la non-censure sur le réseau social X, donc on a le sentiment de voir revenir à nouveau, de se raviver une guerre des chefs au sein de la droite. Il n'y a aucune raison à ça. Il n'y a pas de guerre des chefs. Et c'est pour ça que je rappelle que la position que je viens d'exprimer est celle que nous avons déjà arrêtée il y a un an. Alors pourquoi il vous a répondu avec ses promptitudes immédiatement pour clarifier non, il n'y aura pas de censure. Posez-lui la question. Je vais même aller au-delà. C'est lui qui est en contradiction avec l'engagement pris il y a un an. Vous aviez dit nous ne sommes pas dans la stratégie du pire. Non, je veux juste que tout le monde soit dans un état d'esprit qui soit celui du sang-froid et qui permette de bien poser les diagnostics. Et je vais aller jusqu'au bout avec y compris une nouvelle proposition que je souhaite faire. Dans le contexte actuel, il ne faut pas refaire ce qu'on a fait avec François Bayrou. Où on s'est précipité, j'étais contre, pour immédiatement aller, dès que François Bayrou a été nommé, dans un gouvernement sans même savoir pourquoi faire. Je vais vous dire ce que je pense. Si on nous avait dit à l'époque que le programme législatif se résumerait en réalité à une seule loi, qui est la loi sur la fin de vie, et qu'il n'y aurait quasiment rien d'autre dans le programme législatif, eh bien je pense que la position des députés républicains aurait été autre. Donc ma proposition, c'est quoi ? Donc c'est un bilan négatif de la participation des ministres LR dans le gouvernement de Bayrou. En tout cas, pas à la hauteur de ce que je me fais comme ambition pour le travail de redressement du pays. Oui. Et donc, qu'est-ce que je souhaite qu'on fasse ? Prochain gouvernement, il faut qu'il y ait un pacte de gouvernement avant, avec un programme de travail. Je suis cohérent avec ce que je vous dis. On juge sur pièce en fonction de la feuille de route qui sera celle du gouvernement qui nous sera proposée. Et qu'on sache pourquoi on y va. Parce qu'on est quand même dans un fonctionnement de démocratie étonnamment immature. Si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe dans toutes les autres démocraties, vous n'y allez pas comme ça parce qu'il y a des postes qui sont sur la table. Vous n'y allez pas pour prendre des ministères. Vous y allez parce qu'on définit ensemble qu'est-ce qu'on veut faire pour le redressement du pays. Dans un cadre que j'ai rappelé, qui est contraint, où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, où malheureusement on ne peut pas aller aussi loin. Et pour enfin que ma position soit exprimée jusqu'au bout de ce que je souhaite,
Évidemment que je préfère un Premier ministre issu des Républicains. Et que dans ce qui serait pour moi souhaitable, si on peut avoir par exemple un Premier ministre tel que Xavier Bertrand, qui fait partie des noms qui sont en ce moment évoqués, bien sûr que je préférerais, parce qu'ensuite pour défendre nos positions, c'est beaucoup plus facile. Olivier, une question sur les socialistes, juste pour revenir en quelques mots. Oui, parce que Laurent Wauquiez, vous venez de dire que Xavier Bertrand ferait un bon Premier ministre, mais il y en a qui sont en campagne aujourd'hui pour Matignon, c'est le Parti Socialiste. Olivier Faure, le premier secrétaire du parti. Et ce matin, François Hollande, l'ancien président de la République, qui est interrogé dans La Tribune dimanche, dit d'Olivier Faure qu'il est légitime à revendiquer le pouvoir. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Est-ce qu'il serait un bon Premier ministre? Est-ce qu'il serait capable de faire parler autour d'une table des élus aussi de la droite et du bloc Renaissance? Je n'y crois pas. Pourquoi? Et je vais vous dire, je pense qu'en ce moment, tout le monde fait semblant. Je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'un gouvernement socialiste avec Olivier Faure. Donc, je pense que c'est une chimère ou un épouvantail. Et je vais vous dire pourquoi. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont déjà expliqué qu'ils ne soutiendraient pas. Je vous ai dit que, évidemment, les députés républicains n'apporteraient pas leur soutien et ne participeraient pas. Je ne crois pas que le RN fasse autre chose, et j'ai beaucoup de doutes sur ce que serait la position, en tout cas d'Horizon et de Renaissance. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'un gouvernement qui commencerait avec un socle de députés déjà inférieur à celui de François Bayrou. Donc je pense que ça fait un peu partie de ces scénarios que la classe politique et médiatique en ce moment est bien agitée, dans lequel c'est bien, ça fait une histoire à raconter. Je n'y crois pas. Et moi j'aime bien que dans cette période très confuse, on dise les choses clairement. Je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Eux disent qu'ils se préparent, qu'ils sont prêts à exercer le pouvoir à Matignon. Je pense qu'eux-mêmes n'y croient pas. Et que quand ils vous en parlent... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je pense que les socialistes sont très lucides sur le sujet et qu'ils savent eux-mêmes qu'il n'y a pas d'option dessus. Je pense d'ailleurs que quand vous échangez avec eux, en toute franchise, je pense qu'ils le disent aussi. Ils jouent à quoi? À exister dans le paysage comme tout le monde? Montrer qu'ils sont un parti responsable du gouvernement. Ils mettent un projet sur la table. Oui, mais je pense que dans cette période où on joue quand même avec le destin du pays, il faut essayer d'avoir une parole qui soit au moins sans histoire et sans carabistouille. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire en vous expliquant ce qu'est le cadre contraint, en vous disant que dans la constitution d'un gouvernement, pour moi, ce qui compte, c'est qu'on définisse le programme de travail en amont, en essayant aussi de reconnaître tout simplement devant ceux qui nous écoutent le fait qu'on a un contexte politique imparfait, dans lequel il ne faut pas chercher à jouer, à dire on va pouvoir faire du chimiquement, politiquement pur, parce que c'est faux. Alors, sur la base d'un programme qui aurait été élaboré, est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, a demandé à son socle commun de travailler avec la gauche. Est-ce que vous seriez prêt à faire un deal, vous, sur le budget, pour que la France ait un budget, avec un gouvernement qui comprenne des socialistes, y compris, et avec le socle commun? Jusqu'où vous pourriez aller? Mais, juste, est-ce qu'on peut se poser un instant? Dans le gouvernement de M. Bayrou, je n'y suis pas. Mais mes collègues qui sont ministres républicains siègent à côté de qui? Manuel Valls. À ma connaissance, il vient pas de la droite. François Rebsamen. Il m'a échappé qu'il venait de la droite. Monsieur Lombard, qui est à Bercy, qui vient et il a toujours revendiqué son attache socialiste. Et donc c'est là où je dis à un moment, les masques, il faut arrêter de faire des postures. Pour qu'un gouvernement tienne, dans ce qu'est le contexte actuel, il faut à mes yeux, définir le programme de travail sur lequel vous avez le noyau dur des députés qui vont travailler ensemble. Et oui, accepter de discuter avec des gens avec lesquels vous ne partagez pas toutes les idées pour au moins définir ce qui permettrait à un gouvernement de durer jusqu'à l'élection présidentielle. Je redis ce que je vous ai dit. Pour moi, la base, c'est de changer ce qu'on a fait la dernière fois. On ne part pas des personnes, on part du programme de travail. Et nous, en fonction, on décidera, est-ce qu'on participe? Est-ce qu'on se contente de soutenir? Est-ce qu'on s'oppose? Ou est-ce qu'on censure? On a bien compris que vous posiez effectivement un certain nombre d'exigences sur la table. Ça sera mis lors de la discussion que vous pourriez avoir avec quelqu'un facile, avec Xavier Bertrand sans doute, mais si c'est quelqu'un qui vient du bloc central, ce sera plus compliqué sans doute. D'abord, question préalable, le budget présenté par François Bayrou, son projet, on le déchire, on le met à la poubelle, c'est fini. Compte tenu de ce que vous dites, c'est oui ou non? Moi j'aime bien là aussi avoir de la constance. Nos lignes rouges, c'est quoi? 1, pas d'augmentation d'impôts. 2, pas de baisse des pensions sur la France qui a travaillé. 3, en revanche, le maximum, en allant le plus loin possible d'économies sur le fonctionnement de l'État et tout ce qui est la dépense publique. Donc ça, c'est ce que je défends. Et le chemin auquel je crois, c'est celui qui permet de garder le social dans notre pays, d'arrêter l'assistanat et de revaloriser le travail. C'est ça la vision que je veux qu'on porte. Oui, 44 milliards, l'objectif effectivement de François Bayrou. C'est trop?
il faut aller peut-être un peu moins. Il y a un risque, effectivement, disent certains, d'avoir petit stop sur effectivement la croissance. Il y a un risque. On n'est pas obligé d'aller aussi vite. Il faut trouver 110 milliards pour revenir à 3% et on a un peu de temps. Moi, le plus on fait d'économies, le mieux je me porte. Mais Madame Chabot, des vraies économies. Il n'y a pas des augmentations d'impôts déguisées. Ouais. Et là, ce qui ne va pas, c'est que dans ces 44 milliards, il y a beaucoup de milliards qui sont juste le vieux réflexe français. On va chercher dans la poche. Et c'est le bon niveau. 44 milliards. Moi, ça me va. Je suis même prêt à assumer plus. Oui, vous aviez dit que vous pourriez faire plus. Bien sûr, j'ai toujours assumé ça. C'est soutenable pour les Français, pour l'économie française ? C'est soutenable à une condition. C'est que ça passe par des économies sur la dépense publique et pas des augmentations d'impôts. Je l'ai fait dans ma région, où j'ai fait moins 15% sur la dépense de fonctionnement et aucune augmentation du poids de la dette. Donc ce que je veux dire aux Français, c'est faisable. Il y a beaucoup de gaspillage et beaucoup de dépenses publiques improductives. Je vais prendre un exemple très simple. Toutes ces agences, toutes ces autorités administratives qui aujourd'hui contribuent à 80 milliards d'euros à la dépense publique, la plupart du temps font des normes inutiles, mais là il faut y aller. C'est là-dessus où on peut faire des économies. Pas sur les aides-soignantes, les infirmières libérales, mais toute la bureaucratie administrative qui est en train de tuer la France. Et vous, là, il faut libérer. Vous dites aux socialistes, pas touche à la réforme des retraites, veulent mettre une pause sur cette réforme, c'est partie de leur ligne rouge, en plus de la hausse de la fiscalité, sur ces deux totems-là. Vous dites... Moi, ma ligne rouge, je la répète, c'est que j'aimerais bien qu'on explique aux gens comment est-ce qu'on fait, alors qu'on a plus de personnes à la retraite, pour baisser l'âge de la retraite, pas baisser les pensions, pas toucher sur les cotisations ou les charges de ceux qui travaillent. Ça n'existe pas. Vous l'avez compris, j'aime bien que ce soit clair. Et donc, revenir dessus sur la réforme des retraites, il faut venir sur un plateau et expliquer, en fait, on va faire payer beaucoup plus ceux qui travaillent, ou on va baisser la pension des retraités. Moi, c'est pas le chemin que je veux pour mon pays. Alors, juste un mot, parce que vous avez dit tout à l'heure, tout le monde fait semblant, le Parti socialiste, mais avec vos lignes rouges, on les rappelle, l'allocation sociale unique, qui serait plafonnée à 70% du SMIC, 1,6 SMIC, on ne va pas entrer dans le détail, mais qui pourrait rapporter jusqu'à 7 ou 8 milliards. L'AME remplacée par l'AMI, pas d'augmentation d'impôts, etc. Mais avec qui vous gouvernez ? Vous dites, moi je veux bien discuter, puis après on forme un gouvernement sur la base de mon programme. Mais en fait, avec qui ? Alors, juste pardon, ça vous choque ? Je ne vois pas qui ça peut choquer. Non, ça ne me choque pas, puisqu'on cherche une voie de sortie pour un budget. Mais c'est pour ça que je vais l'exprimer. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je propose sur cet équilibre entre le travail et l'assistanat ? C'est bien parce que moi, on est concret. Le salaire médian en France aujourd'hui, vous savez combien c'est ? 2200 €. En cumulant toutes les aides sociales, un couple avec 3 enfants va toucher 2300 € sans travailler. Est-ce que c'est juste ? Tout le monde peut se retrouver autour de ça. C'est pas des idées de droite, c'est pas des idées de gauche, c'est des idées de justice. Et je ne dis pas que je veux faire sauter toutes les aides sociales. Je dis juste que je souhaite qu'on mette en place une allocation sociale unique, fusionnant la vingtaine d'aides sociales qui existent aujourd'hui, et qui, dans tous les cas de figure, soit plafonnée à 70% du SMIC pour qu'on ne gagne jamais plus d'argent en France en restant chez soi qu'en allant travailler. Et je suis prêt à ce qu'on discute à côté pour garder le social pour ceux qui en ont vraiment besoin, pour mieux accompagner le retour au travail. Je viens évidemment, moi, en mettant mes propositions sur la table, mais je suis prêt à discuter. Il faut, dans cette période, qu'on discute, sinon ce sera le chaos. Et donc, bien sûr que je viens sur ce plateau en défendant ce qui me tient à cœur. Bien sûr, mais après, il faut échanger dans la période et dialoguer. On avance, Olivier. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans une situation de blocage politique. Bon courage, président de la République, pour trouver le mouton à 5 pattes pour Matignon. Vous avez des lignes rouges, vos adversaires politiques en ont aussi. Finalement, il y a une musique aussi que d'autres portent, notamment à la France Insoumise au Rassemblement National, c'est la petite musique de la dissolution. Même Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui vient de votre famille politique, prône cette solution. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que les mêmes causes produiraient les mêmes effets ? J'ai beaucoup échangé avec Nicolas Sarkozy sur ce sujet. Et, vous savez, j'ai énormément d'affection pour lui. Je fais partie de ceux qui continuent à le défendre et à défendre ce qu'il a fait. Mais sur ce point, j'ai une divergence. Voilà. Il se trompe. Non, il défend ses positions. Après, je n'ai pas la même analyse. Pourquoi ? Tout simplement, je regarde les intentions de vote. Si on fait une dissolution, on retrouvera à peu près exactement la même Assemblée nationale. Ce serait l'intérêt de ma famille politique, parce qu'on aurait sans doute plus de députés. Mais je n'y suis pas favorable, parce que je pense que ce sera une dissolution pour rien. Voilà, ma réponse est simple.
Et alors pour ceux qui vont même encore plus loin, qui demandent une démission du président de la République, on voit bien aujourd'hui dans les différentes forces politiques, certains se préparent alors à des élections législatives anticipées et pourquoi pas une présidentielle anticipée. Là-dessus d'ailleurs, comment ça se passerait pour les Républicains? Vous ne manquez pas de leaders, on parlait de guerre des chefs il y a quelques instants encore. Est-ce que vous seriez par exemple favorable à l'organisation d'une primaire au sein de votre formation politique? D'abord, je suis totalement opposé, premier volet de votre question, à ce qu'on pousse à une démission du président de la République. Pas parce que c'est Emmanuel Macron, pas parce qu'il est impopulaire, mais à partir du moment où dans nos institutions, on va écrire le fait qu'on peut pousser un président à la démission, on aura achevé de perdre la Ve République. Donc je suis totalement contre. La Ve République, c'est le général de Gaulle qui nous a sortis de l'instabilité de la 4e République. Allez là-dedans, nous en paierons les conséquences pendant ensuite des années. Parce que dès qu'un président sera impopulaire, tout le monde se dira il suffit de le faire tomber. Maintenant, à l'intérieur de ma famille politique, vous l'avez dit, je vois beaucoup de discussions en ce moment sur comment désigner le candidat des Républicains. À l'intérieur du parti, avec des gens qui votent de l'extérieur, à main levée, avec des chapeaux à plumes, sans chapeau à plumes. Je crois que ce n'est pas le sujet. Moi, le sujet qui m'obsède, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un seul candidat de la droite. Je l'ai dit au début quand vous m'avez interrogé sur le rassemblement de la droite. Donc pas du socle commun déjà. J'ai dit de la droite. Donc voilà. De la droite. Et donc, la question pour moi, c'est pas d'avoir un candidat des Républicains, c'est d'avoir un seul candidat de la droite. Parce qu'aujourd'hui, l'électorat de la droite, vous en trouvez une partie chez les macronistes de droite, vous en trouvez une partie chez les Républicains, vous en trouvez une partie chez Reconquête. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un seul candidat de tous ceux qui partagent la vision de la droite dans un pays qui penche à droite. Parce que sinon, ce qui se passera, c'est qu'au second tour, on aura la France insoumise. Ceux dont vous avez parlé, qui sont pour le chaos, qui sont pour la révolution, qui se réjouissent du fait que cette instabilité s'installe. Et donc, pour moi, le vrai sujet, c'est mettre en place un système de désignation pour un seul candidat de la droite, pas uniquement des Républicains, mais de la droite. Donc une primaire ouverte à Horizon, à Agir, à une partie de Renaissance aussi? Et à Reconquête aussi. Parce Reconquête d'Éric Zemmour aussi. Parce que je l'ai dit, pour moi, le rassemblement de la droite, il va de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Mais il faut être clair, pas un programme politique qui consiste à faire un espèce d'entre-deux saumâtre dans lesquels on met un bout de centre-gauche et un bout de centre-droite. Parce que ça, je n'y crois pas. Moi, je crois à la reconstruction d'une offre politique qui soit le rassemblement de la droite. Alors, il reste quelques minutes. Vous avez changé d'avis donc sur la primaire, hein? C'était un poison. Non. Poison. Je ne vous ai pas dit une primaire. Ah bon? Je ne vous ai pas dit une primaire. Je souhaite qu'on trouve un système qui nous permette d'avoir un seul candidat de la droite. Alors, pour l'instant, on dit soit les sondages, soit la primaire. Donc vous avez trouvé une troisième voie? Non, mais ce que je veux, j'ouvre le débat, et puis c'est bien qu'on ait un échange dessus. J'ai toujours dit que je n'étais pas favorable à une primaire fermée à l'intérieur des Républicains. Après, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je pense que le débat uniquement républicain n'est pas au bon niveau, et que la question qu'on doit se poser, c'est sur l'ensemble de la droite. Une primaire ouverte à toute la droite. Ça peut être une des options qui sont sur la table. Et qui s'arrête au Rassemblement national. Oui, parce que vous dites le Rassemblement de la droite, c'est de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Donc effectivement, le RN est à part. On évoquait le problème de la dissolution, ou l'hypothèse de la dissolution plutôt. Si il y a quand même une dissolution, que le Rassemblement national revient avec peut-être plus de députés. Ah oui, ça vous fait sourire, mais c'est quand même une hypothèse. Plus de députés. Que le Front républicain fonctionne beaucoup moins bien qu'il y a un peu plus d'un an. Est-ce que vous vous dites, il y a une majorité relative, attention, du RN, il faut les aider, vous pouvez travailler avec le Rassemblement national au nom de la stabilité politique? Mais vous voyez bien déjà la difficulté dans laquelle on est. Si. Je m'emploie déjà à... C'est quand même on regarde des enquêtes d'opinion. Non, mais on voit bien que le tabou RN arrivera à nouveau. Non, mais pardon, je vais répondre très simplement. Là, on est dans de la politique fiction. Donc j'essaye déjà de résoudre, et c'est suffisamment compliqué, la politique réelle dans laquelle on est et qui est avec beaucoup de confusion, et d'y mettre un peu de clarté. Donc, de grâce, me demandez pas en plus de répondre à des questions de politique fiction. Je vous ai dit que j'étais contre la dissolution. C'est pas de la politique fiction, c'est-à-dire que quand vous dites de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, ça veut dire que demain, vous ne pouvez pas effectivement travailler avec le RN. Moi, je comprends. Il y a toujours un cordon sanitaire autour du RN. Il fait partie de l'arc républicain dit Nicolas Sarkozy. Vous aussi? Je n'ai jamais utilisé l'expression de cordon sanitaire à l'égard du RN. J'ai toujours détesté cette formule.
J'ai toujours dit, et je n'ai aucun problème avec ça, je le redis sur votre plateau, pour moi évidemment que l'ORN est dans un arc républicain, il se présente à des élections, c'est un parti légal, ils sont à l'Assemblée nationale. S'il était amené à gouverner, est-ce que vous pourriez participer? Mais je ne vais pas répondre à des questions de politique fiction que eux-mêmes excluent, pardon, mais quand vous interrogez Marine Le Pen et Jordan Bardella, eux-mêmes disent nous ne sommes pas de droite. Donc ce que je regarde, eux-mêmes, c'est ce qui est pour moi déjà le premier rassemblement de la droite que je souhaite faire, et ça ne va pas être une tâche facile, c'est celui qui aille de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Déjà commencer par ça. S'ils veulent une majorité, ils auront besoin de vous tendre la main et chercher des soutiens du côté de votre groupe droit. Jordan Bardella lui-même a dit qu'il ne prendrait jamais un poste de Premier ministre s'il n'avait pas tout seul la majorité absolue. Oui. Bon. C'est pour ça que ce scénario sur lequel vous m'interrogez relève de la politique fiction. En cas de législative anticipée, mais c'est un scénario aussi crédible. Que doit faire LR en cas de duel LFI-RN dans les circonscriptions? Moi, je vous ai toujours dit ce que je pensais. Je ne mets jamais mes voix avec la France Insoumise. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Et donc, ça veut dire que restent les options. D'abord, je n'aime pas les consignes de vote. Mais moi, je ne vote jamais pour la France Insoumise. Je pense que c'est le premier danger pour la République. Un dernier mot avant la série de questions de Julien Arnaud qui va nous rejoindre. On parlait de Bruno Retailleau tout à l'heure. Vous avez dit que c'est un bilan plutôt négatif de la participation en termes de résultats. J'ai dit du gouvernement de François Bayrou. Et donc, la participation de LR n'a pas permis d'améliorer le bilan. Bruno Retailleau, est-ce qu'il a été un bon ministre de l'Intérieur s'il devait tomber demain avec François Bayrou? Mais évidemment. C'est quoi son bilan? Il a été un excellent ministre de l'Intérieur. Et c'est quoi son bilan? Je pense qu'il a posé des jalons, notamment sur la question de la drogue. Il a secoué aussi les discours sur cette espèce de laxisme qui s'était installé. Ne comptez pas sur moi ici pour critiquer le bilan de Bruno Retailleau. La seule chose que je dis, c'est qu'on est allé dans un gouvernement sans programme de travail. Je ne veux pas que ça se renouvelle. Voilà. Et donc il faut qu'on ait un programme de travail sur tous les sujets. L'éducation, sujet essentiel pour notre pays, si on veut le redresser. Les questions budgétaires et économiques et les questions sécuritaires et régaliennes. Ça évitera les déceptions. Moins de grands discours de rodomontade avant, un travail plus sérieux. On juge un gouvernement sans prendre des postures, mais sur la base de ce qui sera proposé de travailler ensemble, et en fonction on décide. La ligne de la droite républicaine. Vous connaissez Julien Arnaud, il a ses questions. Oh que oui. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour monsieur Arnaud. La guerre en Ukraine, est-ce que vous soutenez le plan des Européens, le plan d'Emmanuel Macron, l'envoi de troupes sous garantie américaine si cessez-le-feu il y a? Oui, et je l'ai toujours dit, je veux que la France s'engage en Ukraine pour faire la paix, pas pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Et on est sur des sujets qui sont sérieux. On voit bien qu'on a basculé dans une époque géopolitique de prédateurs. Je ne fais pas partie de ceux qui vont critiquer les positions du président de la République. Pas parce que c'est le président de la République, mais parce que c'est la position de la France. Et dans cette période, je pense qu'on a besoin d'une France qui soit forte. Et si on veut être une France forte, une Europe forte, il faut qu'on assume de peser. Le gouvernement réfléchirait à remettre en cause l'exonération fiscale des pourboires. Faut-il taxer les pourboires? Non. Mais non. Enfin, c'est tellement absurde. Vous avez des gens qui travaillent. Ils travaillent au moment où les autres se reposent. Ils sont dans les restaurants, ils sont dans les cafés. Et vous allez en plus leur dire, tiens, on a une bonne idée, on va aller vous prendre le petit plus que vous aviez et qui vous motivait. Je m'opposerai radicalement à ça. C'est toute ma cohérence. C'est la France qui travaille. Attaquons-nous d'abord à l'assistanat. Attaquons-nous à la fraude. Attaquons-nous à ce poison qui écœure tous ceux qui travaillent. Moi, je veux au contraire qu'on encourage ceux qui travaillent. Et je ne suis pas un fan particulier de Trump. Mais je pense que dans le débat présidentiel, quand il a dit on défiscalise la totalité des pourboires, au moins c'est une incitation à ceux qui travaillent. C'est un signe de déconnexion, ce genre de proposition? Total. C'est un signe de déconnexion totale. Et c'est surtout un signe de mauvaise compréhension du problème du pays. Ce qui tue notre pays, qui était un pays qui reposait sur le travail, sur l'enthousiasme, sur l'énergie, c'est d'avoir petit à petit fait dériver notre système social vers l'assistanat. C'est ça qui est en train de tuer la France. Et le chemin de reconstruction, il est là. Julien. C'est pour ça qu'il faut être aussi positif. Si on fait ça, ça repartira. Julien, 3 questions. Hop, une pièce, 1 euro. Tiens, c'est un cadeau pour un Auvergnat? Non, Éric Ciotti qui propose une adhésion à 1 euro et offre l'asile politique aux adhérents. Même pas peur? Non, même pas peur. Mais je prends la pièce de 1 euro en bon Auvergnat, vous allez contribuer au redressement budgétaire. Okay. 2014, regardez boîte à archives, vous Laurent Wauquiez à l'époque sur les partis politiques. Oula. Ces histoires de partis ne m'intéressent pas. Je pense que la question de savoir qui tient le parti, qui est en position, qui verrouille le dispositif, tout ça, c'est de la vieille politique dont les Français en ont assez.
Vous faites de la vieille politique aujourd'hui? J'essaye d'éviter. Je pense que je viens de vous dire exactement l'inverse ce matin. Voilà. Je viens de vous dire, précisément, il faut travailler ensemble. Mais avec des partis politiques. Je viens de vous dire, il faut dépasser les partis politiques pour reconstruire le rassemblement de la droite. Je viens de défendre la cohérence de ce que sont mes convictions sur la France qui travaille et l'assistanat. Vous auriez pu d'ailleurs sortir des images d'archives de ce que je disais il y a plus de 15 ans et j'ai été beaucoup attaqué dessus. Ouais. Je n'ai jamais cédé dessus. J'ai toujours dénoncé le cancer de l'assistanat. J'ai pas changé. Allez, dernière petite question dans la Par contre, peut-être un peu plus de barbe de ce que j'ai vu. Dans la famille Sarkozy, je demande le fils, Louis Sarkozy. On le présente comme l'avenir de la droite, la relève. Il va se présenter vraisemblablement dans les prochaines heures à Menton. Petit conseil de vous, Laurent Wauquiez, l'aîné? Restez soi-même. Et j'ai appris ça au fur et à mesure du temps. Ça fait partie parfois d'erreurs que j'ai faites. Restez soi-même. Du tac au tac. C'est une question. Pour finir, à Orange, la déclaration d'une habitante a beaucoup frappé. Des dealers ont proposé de l'argent pour aider la rentrée scolaire des enfants. Elle a accepté. Elle dit oui parce que ça apporte le calme et c'est bon pour le pouvoir d'achat. Quand vous entendez cela à Orange, qu'est-ce que vous dites? Où en est la France? Votre reportage était scotchant. Et je tiens à le dire, c'était un reportage très fort. TF1. Et moi, ma crainte, c'est que les gens, le regardant, parce qu'il y avait un sentiment de sincérité dans la façon dont cette dame s'est exprimée, se disent « Ah tiens, non ». Il faut le redire avec la plus grande fermeté, la plus grande clarté, c'est révoltant. On ne peut pas rentrer là-dedans. On ne peut pas rentrer dans un système où vous avez quelqu'un qui vous dit pour acheter le cartable de mes enfants, je vais prendre l'argent du trafic de drogue, qui met le deal dans mon quartier, qui peut tuer, qui peut aboutir à des crimes. Jamais, jamais, jamais. Si vous rentrez là-dedans, c'est un engrenage dont la France ne sortira pas. Donc il faut le dire sur votre plateau. Des propos comme ça sont révoltants, inacceptables. Je viens d'un département qui est pauvre, la Haute-Loire, dans laquelle il y a des gens très modestes, parfois des retraités qui ont des tout petits salaires, des tout petites retraites, des gens qui travaillent pour rien. Pour eux, jamais ils ne concevraient de faire ça. Parce que ce serait l'inverse de toutes leurs convictions. On ne se soumet pas, on ne se compromet pas avec l'argent du narcotrafic. Maintenant, non seulement ils tuent, ils fragilisent notre sécurité, mais ils veulent corrompre les âmes en instrumentalisant la misère. Oui. Stop. Alors une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Précisément ce dont je vous parle. Reconstruire la méritocratie républicaine autour du travail. Vous savez, j'ai eu sans doute un des échanges qui m'a le plus touché au cours des derniers mois avec une dame qui habitait à Villeurbanne, dans la périphérie de Lyon, quartier difficile, qui travaillait dans une maison de retraite et qui était venue avec les bulletins scolaires de son fils. Un fils fabuleux, qui visiblement avait des résultats exceptionnels avec une mère pourtant très modeste. Elle me disait, le problème que j'ai, c'est d'arriver à le garder motivé. Parce que le sentiment qu'on a dans notre quartier, c'est que pour réussir, il faut faire le guetteur pour les trafiquants de drogue. Eh bien, ce que moi je veux qu'on retrouve, c'est un pays dans lequel on dise à nos enfants, quand ils travaillent à l'école, vous êtes une fierté. La République va vous payer des bourses au mérite et l'ascenseur social se fera par le travail et l'effort. C'était ça la France. On a supprimé toutes les bourses au mérite. C'est ça ce que je veux retrouver. En face de ce modèle catastrophique de soumission au narcotrafic, il faut mettre l'autre. Une dame qui réussit et qui peut élever ses enfants correctement par son travail. Une école qui dit à ses enfants, la fierté, c'est la réussite par l'envie, l'effort. Merci Laurent Wauquiez d'avoir été l'invité dans toute franchise aujourd'hui sur LCI avec Le Parisien. Merci Julien Arnaud, à la semaine prochaine. Merci Olivier Beaumont et Arlette Chabot.